Il a existé dans l'histoire des personnes vraiment hors normes. Parmi elles, un mystérieux personnage, devenu espion secret de Louis XV, ayant passé presque la moitié de sa vie en homme et l'autre moitié en femme. Je te propose aujourd'hui de découvrir l'histoire vraie et surtout unique en son genre du Chevalier d'Éon. Le Chevalier d'Éon, né en 1728 à Tonnerre en Bourgogne, sous le nom Charles Geneviève Louis Auguste André Timothée Robert Pierre d'Éon de Beaumont. Bon, pour des raisons évidentes, je l'appellerai Charles d'Éon. Il va recevoir une bonne éducation. En 1743, il étudie le droit civil à Paris et 5 ans plus tard, il devient avocat au Parlement de Paris. À côté de ça, il est très doué en équitation et en escrime. Il se lance dans l'écriture et ses ouvrages sont un succès. Niveau social, il a un don pour briller en société. Il va ainsi se lier d'amitié avec de grands noms, tels que le cousin de Louis XV qui va le nommer censeur royal, c'est-à-dire qu'il est responsable de la censure royale. Rien que ça, il juge publiables ou non tous les écrits en signant une autorisation de publication. Il va faire la rencontre de Louis XV en personne. On raconte que ça s'est passé lors d'un bal costumé. Alors habillé en femme, il a séduit le roi. Lorsque celui-ci comprend la supercherie, il est tellement bluffé qu'il a une idée. Engager Charles d'Éon comme espion pour ses services secrets. Oui, ça existait déjà à cette époque sous le nom de cabinet noir et était appelé sous Louis XV le secret du roi. C'est ainsi qu'il passe d'avocat à censeur royal, puis devient espion pour le roi. Il est chargé d'une mission secrète de la plus haute importance. Il doit gagner la confiance de l'impératrice de Russie, Elisabeth Petrovna, pour permettre l'alliance avec la France. Il prend ainsi l'identité de Lia de Beaumont et est envoyé à Saint-Pétersbourg en juin 1756. Mais attention, Elisabeth est connue pour son tempérament instable et sujette à des excès de rage. En plus, la Russie a coupé toute relation diplomatique avec la France depuis 8 ans et refuse toute discussion depuis. Bref, la mission semble très périlleuse. Une fois sur place, grâce à sa nouvelle identité et à son aisance sociale, il va petit à petit gagner la confiance de l'impératrice et de ses proches, jusqu'à même devenir sa lectrice personnelle. C'est une mission accomplie. Il réussit à plaider la cause française à la cour de Russie. À son retour en France, en plein milieu de la guerre des 7 ans, Louis XV le nomme capitaine de dragons. Ce terme désignait à l'époque une formation militaire composée d'unités d'infanterie, donc des soldats à pied, et des cavaliers. Et une fois de plus, il excelle en tant que capitaine. Louis XV dira même « D'Éon a été mon meilleur ministre secret, mais surtout le meilleur officier de la guerre de 7 ans. » Et dès cette époque, tout le monde commence à se questionner sur son genre. Il est tellement convaincant dans la peau de Lia qu'on pense que c'est impossible qu'un homme puisse jouer aussi bien la femme. Mais à contrario, à l'époque, on se dit que c'est impossible qu'une femme soit à ce point à l'aise au combat et surtout que le roi n'aurait jamais nommé une femme capitaine de dragon. Il y a véritablement un mystère autour de son genre. En 1762, vers la fin de la guerre des 7 ans, la priorité sera de négocier la paix avec l'Angleterre qui vient de battre la France. L'objectif sera donc d'obtenir le meilleur traité de paix possible afin de pouvoir garder les colonies françaises indispensables à l'économie du pays. Mission qui est une fois de plus confiée au Chevalier d'Éon. Cette fois-ci, il prend l'apparence du secrétaire officiel de l'ambassadeur de France. C'est ainsi qu'il se retrouve à Londres. Et encore une fois, on se croirait dans un film. Lors de la réception face aux négociateurs, il va boire et encore boire. Bien sûr, lui fait semblant. Une fois la cible bien éméchée, il parvient à subtiliser et recopier des dossiers très confidentiels, dossiers qui serviront par la suite à négocier le traité de paix. Il fait envoyer les documents à Louis XV et reste actif sur place jusqu'au traité final, signé le 10 février 1763. Encore une fois, c'est une mission accomplie.
De retour au pays, il est une fois de plus décoré par Louis XV de la plus grande distinction de l'époque, l'insigne de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. Mais le roi de France ne s'arrête pas sur une défaite. Son projet maintenant est de préparer une revanche surprise directement sur les côtes anglaises. Et devine qui se charge dans le secret le plus total du repérage et de l'élaboration du plan d'attaque? Le meilleur espion français, le chevalier d'Éon. Il est une fois de plus envoyé en Angleterre, Louis XV va le nommer ambassadeur et ça sera sa nouvelle couverture. Une fois sur place, à l'ambassade de France à Londres, il organise de très grandes réceptions en invitant le plus de monde possible. Il est très vite apprécié par tout le monde et devient incontournable. Il enchaîne les bals, les réceptions, les soirées, toujours plus dans la luxure, et devient en quelque sorte l'ambassadeur cool qu'il incarnait. Même le roi Georges III l'adore. Petit problème, il dilapide en quelques mois le budget pourtant conséquent de l'ambassade. Il demande alors à Louis XV plus d'argent et il se mange un gros non royal. Message de la France, non. En plus, un nouvel ambassadeur qu'il déteste prend sa place et il est rétrogradé au titre de secrétaire d'ambassade. Pour lui, qui adore être au centre de l'attention et du pouvoir, c'est une véritable claque. Le nouvel ambassadeur va alors chercher à tout prix à récupérer les dossiers secrets de la mission confiée au chevalier d'Éon. Mais celui-ci résiste et va même faire chanter le roi de France. Il est prêt à révéler à l'Angleterre les documents top secrets de la mission. Il fixe une date de publication afin de récupérer sa place. Mais finalement, Charles d'Éon se ravise, il reste fidèle à son pays et à son roi. Mais il veut récupérer sa place et essaye de discréditer l'ambassadeur qui va finir par l'attaquer en justice. Mais le chevalier accuse à son tour celui-ci d'avoir essayé de l'enlever et empoisonner. On dirait une blague. L'ambassadeur de France et son secrétaire sous couverture, qui détient des informations extrêmement compromettantes, s'attaquent en justice anglaise mutuellement. C'est le roi Charles III lui-même qui va conclure à un non-lieu de par la dimension absurde de l'affaire. Toute l'Angleterre se passionne pour cette affaire. Et surtout pour le chevalier d'Éon, qui est aimé de tous. Il le sait, sa carrière diplomatique est terminée, mais sa soif de reconnaissance est assouvie ici en Angleterre. Dans le but de discréditer le roi de France, il va faire courir une rumeur. Il serait en réalité une femme. En Angleterre, tout le monde parie sur sa véritable identité. Est-il un homme? Est-il une femme? Et comme il l'avait espéré, la rumeur arrive jusqu'aux oreilles de Louis XV et du peuple français, qui commence alors à se demander comment une femme a pu atteindre le plus haut rang militaire et surtout être arrivée aussi proche du pouvoir. C'est considéré à l'époque comme un affront pour le roi. Je vous rappelle quand même, on est ici en 1767. Même Louis XV va douter de sa véritable identité, lui qui pensait avoir affaire à un homme. Pour en avoir le cœur net, il envoie un émissaire membre du secret du roi afin de retrouver d'Éon et de s'assurer une bonne fois pour toutes de son sexe. Une fois sur place, le chevalier, ou plutôt la chevalière d'Éon, joue merveilleusement bien la comédie. Il va même jusqu'à prendre la main de l'émissaire et lui faire tâter ses parties intimes. Tout gêné, celui-ci n'ayant rien senti de masculin lors de la palpation, va écrire sur son rapport qu'il s'agit bien d'une femme. En Angleterre, la question intrigue tellement que deux parieurs vont s'attaquer en justice pour avoir une réponse. C'est ainsi que l'Angleterre organise un procès pour définir le sexe du chevalier ou de la chevalière d'Éon. C'est vraiment improbable. D'Éon ne contrôle plus rien. Pour éviter d'être démasqué, il se déguise en femme et se cache chez un ami. Le juge anglais va alors clore la question en jugeant que d'Éon est une femme. En mai 1774, Louis XV meurt sans avoir connu la vérité sur le chevalier d'Éon. C'est donc à Louis XVI de prendre le relais. Il met fin au plan secret de son prédécesseur et veut récupérer les documents. Il va envoyer le célèbre écrivain Beaumarchais, alors membre du secret du roi. Les deux finiront par passer un accord. En échange des documents, il rentre en France et doit recevoir une pension annuelle. Le roi accepte à la condition qu'il reste en femme. Il parvient ainsi, après 15 ans passés à Londres, à revenir en France en tant que femme, ce qui ne lui plaît pas du tout car on lui impose.
Ne faisant aucun effort, il va même être forcé à prendre des cours pour être femme. Mais furieux de ne pas pouvoir servir à la guerre, il se pavane dans les rues, maquillé en femme et habillé en capitaine de dragon. Il finit par être exilé dans sa ville natale à Tonnerre, mais il repart à Londres déguisé en femme. Bien sûr, une fois là-bas, il ne reçoit plus sa pension. Le chevalier, ou plutôt la chevalière d'Éon, alors âgée de 60 ans, organise de prestigieux tournois d'escrime et devient une véritable attraction. Pour l'époque, c'est incroyable de voir une femme se battre de la sorte. Une fois de plus, il se retrouve au centre de l'attention pour son plus grand plaisir. Jusqu'au jour où il se blesse gravement et est contraint d'arrêter cette activité qui lui permettait de survivre. Il est alors recueilli par Marie Cole, une dame française de son âge, vivra les dernières années de sa vie dans la misère en compagnie de cette dame. À sa mort, à l'âge de 81 ans, on découvre à la surprise générale que la vieille dame d'Éon est en fait un homme. C'est ici que s'achève l'histoire du chevalier d'Éon. Enfin, presque. Il laisse derrière lui un terme, éonisme, qui désigne le besoin qu'éprouvent certains hommes à adopter des comportements vestimentaires ou sociaux considérés comme féminins. Le lycée de Tonnerre sera renommé en son nom. Mylène Farmer dans son titre Sans contrefaçon va faire allusion au chevalier d'Éon. Il apparaît même dans le jeu Assassin's Creed Unity et dans bien d'autres jeux, films, documentaires, livres et pièces de théâtre. Voilà pour l'histoire du chevalier d'Éon, un homme hors des normes sociales établies qui est resté un symbole de liberté à une époque pourtant très loin des standards d'aujourd'hui. Il aurait été toute sa vie un mystère total pour tout le monde, en plus d'avoir été décisif dans l'histoire de France, ayant passé 49 ans dans la peau d'un homme et 35 dans celle d'une femme. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu aimes ce genre d'histoire, n'hésite pas à t'abonner. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine histoire.